Dans Jujutsu Kaisen, avant de commencer un nouveau combat à mort, on laisse complètement tomber la traque mortelle pour revenir à une période antérieure à la transfiguration humaine à l'échelle nationale. À cette époque, un jeune homme nommé Charles Bernard remplit un registre de visiteurs au siège de la maison d'édition Shueisha à Tokyo. Charles rencontre un employé de Shueisha chargé d'examiner son manuscrit. Alors qu'il est assis sur son bureau, Charles explique qu'il s'est toujours interrogé sur ce qui fait d'un mangaka un mangaka. Selon lui, ils n'ont pas besoin de licence, et l'expérience ne garantit pas forcément la valeur d'une œuvre. L'employé feuillette le manga de Charles en l'écoutant à peine, souhaitant simplement qu'il s'assoie correctement. Il se contente de commenter le japonais de Charles, disant qu'il est plutôt bon. Charles lui répond en répétant exactement la même chose, ce qui déstabilise l'homme. L'employé affirme que c'est normal puisqu'il est japonais. Charles révèle alors qu'il est né et a grandi au Japon, bien que ses parents soient français. L'employé s'excuse pour cette supposition, mais Charles balaie cela d'un revers de main, persuadé que ce sera le début d'une longue relation avec la maison d'édition. Malheureusement, cet enfoiré de la Shueisha n'est pas impressionné par le manga de Charles. Il ajoute que les histoires basées sur des légendes ou des récits classiques sont assez courantes et que ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Toutefois, on peut se demander si ce choix n'est pas un peu excessif pour un public adulte. Le personnage principal se fait piéger par le général chaque nuit et doit faire face à des situations illogiques, comme tenter d'attraper un tigre à l'intérieur d'un écran. Or, ce tigre se révèle être en réalité une catgirl dont le protagoniste tombe immédiatement sous le charme. Au lieu de proposer un dialogue spirituel original ou improvisé, il se contente de copier exactement la même réponse qu'Ikyu-san dans le récit original. Cela rend l'ensemble difficile à comprendre ou peut-être simplement trop dépendant d'un contexte extrêmement spécifique. Après tout, il s'agit d'un magazine shonen. Les développements ultérieurs sont tout aussi étranges et il demande s'il s'agit d'une comédie d'horreur. En combinant trop de genres, l'histoire finit par perdre son cœur et sa cohérence. De plus, les croquis sont excessivement inadéquats. Il montre ensuite un exemple et ajoute que de vrais doigts ne se plieraient jamais de cette manière. Mais Charles lui brise immédiatement le doigt pour qu'il corresponde au dessin. Agacé, Charles lui dit d'aller regarder des films d'action ou des photos s'il veut du réalisme. Selon lui, une maison d'édition devrait valoriser une passion qui ne peut pas être reproduite par un dessin parfaitement précis. Après avoir agressé l'employé, Charles termine sa tirade et quitte le bâtiment, qualifiant toute cette expérience de perte de temps. Avançons maintenant jusqu'au jour fatidique du 12 novembre. On découvre que ce pur dégénéré accro au manga, Charles, se retrouve à l'extérieur, dans une grande roue, avec Kinji Hakari au cœur de la traque mortelle. Il demande à Hakari s'il sait ce qu'est un manga et un mangaka. Comme on pouvait s'y attendre, Hakari, agacé, lui répond qu'il n'en sait rien. Alors qu'il chill tranquillement, Charles se réjouit qu'il y ait encore de l'électricité, mais Hakari, lui, n'est pas du tout du même avis. Il ajoute qu'il ne monterait normalement pas dans une grande roue avec un autre homme. Charles lui fait remarquer qu'il aurait pu refuser, mais Hakari explique qu'il inspecte simplement les lieux au cas où il y ramènerait une fille un jour. Charles est surpris qu'Akari pense que Tokyo se relèvera après la traque mortelle. Lui pense exactement l'inverse. Il est venu uniquement pour contempler la fin. Depuis que les fléaux ont envahi Tokyo, il n'y a plus d'espace pour le manga et des mangaka qu'il respectait abandonnent. Charles demande alors à Akari une raison de se battre, expliquant que les héros de manga de combat se battent toujours pour des raisons positives, alors que la traque mortelle ne provoque que des combats fondés sur des motivations négatives. Il demande à Akari de le provoquer suffisamment pour faire naître une haine assez forte en lui afin qu'il puisse le tuer sans le moindre remords. Akari accepte et l'insulte violemment. Il lui dit qu'il ne lirait jamais son manga glauque car son atmosphère dépressive pourrait l'affecter. Il lui balance aussi « Arrête de pleurnicher et donne-toi à fond, espèce d'otaku dégoûtant ». Ces mots le blessent profondément et il commence à pleurer en demandant à Hakari pourquoi il dit des choses aussi saines. Après s'être mis en colère, Charles invoque le J-Battle Staff, une lance en forme d'épingle. Il attaque immédiatement, traversant la nacelle et forçant Hakari à se retrouver sur la grande roue où l'assaut se poursuit. Charles assène plusieurs coups de lance en direction de la tête de Hakari tout en récitant un poème d'un auteur qu'il admire. C'était mon rêve de devenir astronaute, mais il semblerait que ce n'était pas ma voie. À la place, j'ai choisi de voyager dans l'espace à l'intérieur de ma tête. Fin du poème. Hakari esquive simplement les attaques avant de sauter de la grande roue sur un bâtiment en contrebas, poussant Charles à le poursuivre. Une fois sur place, on comprend que l'exorciste de rang spécial est légèrement agacé, car Charles ne fait en réalité que citer une note d'auteur de Katsura Oshino que Hakari ne considère absolument pas comme un poème. Charles développe alors son discours, expliquant qu'un mangaka pénètre dans un espace fictif de son esprit où tout est possible car la réalité ne lui suffit pas.
Selon lui, chaque mangaka quitte la Terre à la recherche de l'imaginaire qui habite son esprit. Mais dans sa réalité, c'est la fiction qui vient à lui. À la fois comme lecteur et comme auteur, il a perdu toute motivation. Il demande à Akari comment s'appelle ce sentiment, et l'élève suspendu lui répond simplement « l'ennui ». Alors que son esprit combatif commence à s'élever, Charles suggère que ce qu'il ressent s'appelle plutôt le désespoir. Porté par cette tristesse, il frappe avec le G-Battle Staff et entaille la joue d'Akari, tachant ainsi son stylo. Remarquant que la lance est en réalité un stylo, Akari lui demande s'il est acceptable pour un mangaka d'utiliser son outil de dessin pour faire de la violence. Charles se défend en citant une référence à Captain Tsubasa, où Zora Tsubasa a également frappé Kanda à la tête et l'encre est intacte. Charles active ensuite la condition de sa technique occulte et marque Akari d'un carré lumineux. Intrigué, Akari demande ce qui se passe tout en lançant un coup de pied volant, mais Charles l'évite et contre-attaque immédiatement, surprenant son adversaire. Malgré tout, Akari conserve son équilibre après avoir été projeté plusieurs mètres plus loin. S'il n'a subi aucun dégât, sa manche est largement déchirée. En examinant l'entaille, Akari analyse les mouvements de Charles et conclut qu'il ne s'agit pas d'un simple réflexe. Remarquant que l'exorciste a sorti ses mains de ses poches pour la première fois, Charles se moque de lui et explique que le carré lumineux est en réalité une case de manga, permettant à l'utilisateur de voir le prochain mouvement de son adversaire. Il précise que c'est comme balayer le coin inférieur de l'œil. À ce moment précis, il peut voir un fragment de l'avenir, environ une seconde dans le futur. Et à force que le combat s'allonge et que le G-Battle Staff se remplisse d'encre, il pourra voir encore plus loin dans l'avenir. En entendant cela, Akari fonce droit sur Charles pour tester cette capacité et manque de peu de lui asséner un puissant crochet du droit. Charles admet que ce coup l'aurait mis hors de combat sans l'effet du G-Battle Staff. Peu après, Charles contre-attaque et frappe Akari à la tête avec l'extrémité émoussée de sa lance, affirmant qu'il peut réellement voir l'avenir. Akari, cependant, n'est pas impressionné. Il disparaît soudainement du champ de vision de Charles, réapparaît derrière lui et le frappe dans le dos. Il explique que pour prédire l'avenir avec sa technique, il faut voir son adversaire. Pour contrer cela, Akari enchaîne les attaques depuis les angles morts de Charles, sans lui laisser le moindre répit. Charles tente de riposter en le poignardant dans le dos, mais Akari anticipe et intercepte avant de frapper à nouveau. Charles remarque que son énergie occulte est étrange, comme une grosse lime, et que cela fait mal. Avant qu'il puisse se retourner, Akari le submerge complètement. Akari déclare ensuite qu'un otaku comme Charles trouvera toujours une raison de combattre, même pour presque rien. Il décide donc de le briser complètement. Il lui assène un coup d'une puissance extrême et se repositionne derrière lui, mais Charles récupère à temps et frappe instinctivement son angle mort, entaillant le front d'Akari. Charles ajoute qu'il sait que les attaques viennent de son angle mort, alors il sait à quoi s'attendre. Akari réapparaît derrière lui, attrape son arme et le frappe dans le dos. Toujours dans son délire, Charles demande si cela signifie que le vaisseau connu comme le cœur est une cicatrice. Mais il trouve cette idée naïve. Son vaisseau s'est déjà brisé en poussière. Il n'est plus que le flux obscur des émotions qui s'en échappent. Grâce à l'encre supplémentaire accumulée dans son stylo, il peut désormais voir 2 secondes dans le futur d'Akari et attendre dans son propre angle mort. Cependant, surpris de voir qu'Akari reste impassible, Charles lui demande pourquoi il reste simplement là, immobile, dans une telle situation. Akari se tient debout, joint ses mains pour former le signe approprié et active son extension du territoire, Restless Gambler. En raison de l'effet d'appel, une explication des règles du territoire et de la technique d'Akari apparaît dans l'esprit de Charles. Kaisen, après qu'Akari a utilisé l'extension du territoire, le cerveau de Charles se retrouve submergé d'informations basées sur les règles de son territoire. On apprend que son territoire, joueur meurtrier, est basé sur une machine de pachinko japonaise. On nous présente alors les personnages d'une comédie romantique, réseau privé du train de l'amour pur, qui permettront à Akari de décrocher des jackpots. Pendant la phase active du territoire, l'utilisateur doit décrocher le jackpot en obtenant 3 icônes identiques, ce qui lui permet d'obtenir une certaine récompense. Il existe un flux composé de 3 niveaux différents qui déterminent le pourcentage d'augmentation des probabilités, ainsi que les chances d'obtenir le jackpot à travers un effet visuel qu'Akari peut choisir. S'il active la performance technique plus d'une fois, elle passera en mode Reach. Il explique que bien sûr, il peut choisir la performance, mais que le niveau de hype dépend toujours de la chance. Si c'est une couleur arc-en-ciel ou le 4e essai, le jackpot est garanti. Au final, tout dépend de ce que Akari appelle la chance. Certains scénarios Reach peuvent également s'activer à différents moments du processus et des boosters de chance permettent d'augmenter encore les probabilités de jackpot. Après avoir entendu toutes ces explications, Charles crie.
Agacé par cet énorme déluge d'informations qui vient littéralement d'être implanté dans son cerveau alors que la première phase du territoire d'Akari commence immédiatement. Akari déclenche alors une attaque accompagnée d'un effet visuel vert et rouge. Charles l'esquive, ce qui provoque l'activation d'un scénario Reach, modifiant totalement l'environnement autour d'eux. On explique alors à Charles, complètement confus, que si le personnage Yuki franchit la porte, Akari obtient instantanément le jackpot. Charles tente de l'attaquer, mais ce n'est qu'une visualisation, donc rien ne se produit. Tout ce qu'il peut faire est d'attendre le résultat. Charles réalise qu'il ne peut pas utiliser sa technique occulte liée au manga pour prédire le résultat. Cela signifie que le processus se répétera indéfiniment jusqu'à ce qu'il batte Akari ou que ce dernier décroche le jackpot, ce qui signerait sa défaite. Charles ajoute que l'aperçu était très faible et qu'elle ne touchera pas. Comme il l'a dit, le scénario Reach échoue et tout se réinitialise au début de l'extension du territoire. Et quand on perd, on revient au stade normal. Alors pour le moment, tout va bien pour lui. Après avoir perdu, Akari trouve cela dommage, mais Charles n'est pas du tout de cet avis et lui dit d'arrêter de profaner cette œuvre. Le réseau privé du train de l'amour pur est une comédie romantique de Aya Nakamura. Le consommer comme contenu de jeu est un sacrilège. Il lui demande s'il a lu l'original correctement, rappelle que les chances de toucher le jackpot sont de 1 sur 239 et affirme qu'il ne la laissera pas continuer à tirer ses lots à bas prix comme il le veut, car il peut toujours voir ses prochains gestes. Charles continue d'attaquer, se demandant combien de temps Akari pourra tenir avec une probabilité de jackpot de 1 sur 239. Pourtant, Akari esquive chaque coup avec une facilité déconcertante et soudain, il obtient un aperçu de haut niveau de hype. Il ajoute ensuite que ce soit une machine de classe douce ou de classe maximale, il n'a jamais eu besoin de plus de 30 essais. Cette fois, Akari active un scénario Reach avec 80% de chances de réussite, laissant les deux combattants observer anxieusement la situation tout en continuant à se battre. Charles n'arrive plus à se concentrer sur les attaques futures de Akari, trop occupé à suivre le scénario Reach. Il pense que si Yum n'arrive pas à prendre le dernier train et réapparaît sur le quai d'en face, le jackpot est assuré. Il appelle alors le personnage Yum et la supplie de rentrer chez elle, espérant qu'elle ne monte pas dans le train et qu'elle disparaisse afin d'éviter le jackpot d'Akari. Heureusement, le train démarre et on ne voit pas Yum. Charles pense que Yum est parti, donc il suppose qu'Akari n'a pas réussi le jackpot, ce qui lui permet de trancher le flanc de Akari. Charles explique alors, sûr de lui, que si tout cela reposait sur le talent plutôt que sur la chance, Akari aurait déjà gagné. Mais en se retournant, il est totalement choqué de voir Yum toujours là, déclarant que le dernier train est déjà parti. On voit que Yum est revenu, prouvant qu'Akari a bel et bien rempli la condition, ce qui a permis à Akari de décrocher le jackpot et de gagner le round. Akari fonce aussitôt et projette Charles au loin d'un coup puissant, déclarant qu'il utilise son talent pour tirer profit de la chance.